Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre magazine politique face à face. Aujourd'hui, Jean-Claude Kouzikessa et moi recevons pour vous le porte-parole du mouvement de libération du Congo en la personne de Jean-Jacques Mamba. Il est également secrétaire national chargé de la jeunesse dans le parti de Jean-Pierre Bemba. La grande question ou la principale articulation sera celle consacrée aux alliances électorales. Déjà, les lignes bougent un peu de partout. Le MLC n'est pas en reste. L'UNC n'est pas lourd. On a appris du côté des Johannesburg, Moïse Katumbi a rassemblé les gens. On peut dire que la bataille électorale est déjà lancée. Jean-Claude, en face de nous, le porte-parole du MLC, Jean-Jacques Mamba, qui parlera avec nous ici, qui nous fera on ne peut plus l'économie des différentes tractations dans lesquelles le MLC est impliqué, parce que nous sommes à 9 mois de la bataille électorale. Oui, Jean-Pierre, vous l'avez dit, 724 jours nous séparent du 23 décembre 2018, la date fatidique tant attendue par l'opinion tant nationale qu'internationale pour qu'enfin la RDC retrouve la voie ou le chemin démocratique que son destin lui a dévolu ou bien lui a, si vous voulez, proposé. Maintenant, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'ère des alliances. L'MLC n'est pas en reste. Vous l'avez dit, on parle de l'UNC, on parle des PALU, mais jusque-là, nous n'avons pas encore toute la certitude autour de ces alliances. Voilà, l'homme qui peut nous donner l'économie et nous fixer là-dessus, c'est bien le porte-parole du MLC, Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous sur le plateau de Face à Face. On l'a dit en liminaire, les lignes bougent un peu de partout. Les partis politiques sont en mouvement. Nous sommes à 48 heures de la rentrée parlementaire et nous sommes à 9 mois des élections. Le MLC, un des partis importants de l'opposition, n'est pas resté en marge des réalités politiques. Aujourd'hui, sur les alliances. Et déjà, l'opinion est, on dirait, surprise ou bien être aussi apaisé de voir que le MLC est consulté, est approché par d'autres partis, notamment le parti du patriarche Antoine Gizenga Lopalou, qui vous demande d'être ensemble pour le jeu électoral. Est-ce une alliance réelle? Est-ce une fausse? Ou bien c'est juste pour la consommation populaire? Mais écoutez, de prime abord, il faut revenir un peu en arrière. Nous avons une nouvelle loi électorale qui, dans son exposé de motifs, visait à assainir la vie politique, notamment par des mesures assez prohibitoires, que sont une caution à $1000, la tête d'un seuil à 3% et aussi le fait d'avoir une élection à un tour. Donc, ce trinôme consacré dans la nouvelle loi électorale est un mur insurmontable dans l'optique d'aller aux élections sans stratégie commune. Et donc, suivant la note du sénateur Jean-Pierre Bemba, il avait demandé et exhorté à toutes les parties prenantes, ou si vous voulez, tous les partis de l'opposition, de mettre leurs égos de côté pour réfléchir de comment est-ce que nous allons surmonter ce trinôme qui s'impose à nous pour effectivement répondre aux attentes de notre peuple que sont ou qu'est l'alternance. Parce qu'il ne suffit pas que M. Kabila parte. De toutes les manières, il ne va pas changer la Constitution et il est partant. Donc nous ne pouvons plus faire un focus sur la personne de M. Kabila. Mais si nous n'arrivons pas, si vous voulez bien, à honorer toutes les pertes en vies humaines pour des raisons totalement démocratiques, de liberté d'expression, que nous avons observées depuis 2015, aujourd'hui nous sommes en 2018, il y a plus de 300 à 400, voire plus de 500 morts pour des raisons de respect de constitution, raisons de démocratie. Si à la fin, en 2018, nous n'avons pas cette alternance, nous aurons craché sur leur mémoire. Et surtout, si nous ne l'avons pas par refus de collaborer, par refus de s'unir ou, si vous voulez, de communier en termes stratégiques pour obtenir cette alternance. Donc, effectivement, des discussions sont tout à fait ouvertes. Nous avons discuté avec l'UNC, nous sommes aussi en discussion avec le PALU pour voir dans quelle mesure nous pourrions fédérer stratégiquement nos efforts pour atteindre cet objectif final et ultime
qui est d'obtenir cette alternance dans ce pays. Ça c'est bien dit, mais dialoguer, discuter, ouvrir les discussions, ouvrir les possibilités d'aller ensemble aux élections, c'est une chose. Choisir les bons partenaires en est une autre. Est-ce, pensez-vous, le PALO, il y a très peu, il a soutenu Kabila pendant 10 ans, l'UNC des Camir a été de l'autre côté. Est-ce que le MNC a fait le choix des bons partenaires pour arriver à ces résultats que vous escomptez? Bon, il est presque sûr que le départ de Kabila a un prix. Il est aussi certain que dans d'autres démocraties, il y a eu aussi des alliances qui sont tout à fait improbables pour résoudre certaines situations, notamment des coalitions gouvernementales improbables. Dans le cas d'espèce, nous avons une responsabilité historique. Nous devons répondre historiquement du fait que nous avons réussi à fédérer pour obtenir l'alternance ou du fait que nous n'avons pas réussi à le faire. Et que finalement, après 15 ans de M. Kabila, qu'une nouvelle ère Mova commence, une nouvelle ère Roubaix commence, ça c'est un crime contre l'humanité que nous aurons cautionné. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas dans une dynamique où nous cherchons à fédérer les forces pour obtenir l'alternance que nous allons commencer à établir un tribunal pour commencer à juger les uns et les autres. Une chose est certaine, il y aura un candidat président de la République, il faudra qu'il y ait un programme. Les prémices valent leur valeur. Il faudra qu'il y ait un programme. Si les prémices sont faussées, les résultats peuvent être faussés. Convenons-nous d'une chose. Nous avons bien remarqué, par exemple, que le PALO a demandé à ses délégués au niveau du gouvernement de tirer les conséquences. Vous avez bien suivi depuis hier qu'ils ont quitté, ils ont brisé cette alliance-là. Le PALO a signé un accord avec la majorité présidentielle, mais le PALO était tout à fait indépendant en 2006. Il a eu son score et ils ont signé cet accord-là par la suite. Donc, si aujourd'hui cet accord est fini, il ne nous appartient pas de dire, quoique l'alliance n'est pas formelle et que la plateforme n'est pas créée, il ne serait pas judicieux de dire, écoutez, nous n'allons pas discuter avec toute personne, entre guillemets, qui aurait, si vous voulez bien, été en contact ou avait signé des pactes avec la majorité présidentielle. Si cela était judicieux, il n'y aurait pas de rassemblement. Parce que remarquez-vous que le rassemblement était en ramassis du G7, de la R, et puis vous aviez le l'UDP. Qui vole presque un éclat. Je pense que même à l'époque de M. Tshisekedi, il y a eu, ce que vous voulez, on se surpasse. On se surpasse, nous allons au dialogue de la Cinco, nous acceptons de composer avec tout le monde. Autant, nous ne voulons pas qu'après qu'il y ait alternance, que les gens prennent les chemins d'exil. Parce que nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, M. Kabila, après ces 17 années, choisisse le chemin d'exil, que M. Movo, M. Roubaix soient obligés de quitter le pays parce qu'ils ont perdu. Donc ce que nous voulons, c'est consolider des valeurs. Ce que nous voulons, c'est que nous tirons tous le bilan de ce qui a été mal fait. Chacun devra répondre individuellement, notamment par exemple le PALO, M. Mouzitou était Premier ministre. Si aujourd'hui il se porte comme candidat à la présidence de la République, il devra défendre son bilan en tant que Premier ministre, qui est un bilan individuel, ou si vous voulez, c'est un bilan de son parti. Nous, le MLC, nous étions dans le 1+4. Aujourd'hui, nous sommes restés opposants, mais à un certain moment, nous étions au pouvoir, tout en étant opposants, mais cette alliance a été brisée. Après les élections, nous sommes restés dans une opposition républicaine. Donc j'aimerais bien que nous comprenions qu'ici, ce qui est le plus important, c'est de savoir si nous avons un objectif commun et quels sont les moyens que nous mettons en place pour atteindre cet objectif. Maintenant, après, c'est le peuple qui est le tribunal suprême qui pourra juger les uns et les autres en fonction de leur historique politique. Et ma foi, le MLC est plutôt bien coté à ce niveau. Je laisse la parole ajouter en très peu de mots. Ma question n'a pas été répondue. Est-ce sont de bons partenaires, le PALO et l'UNC? Vous avez juste fait le choix de ne pas me comprendre. J'ai juste dit qu'il ne nous appartient pas d'établir un tribunal pour donner des cotes, pour dire que le PALO est un bon partenaire, l'UNC est un bon, l'UDPS n'est pas bon, ainsi de suite. Ce n'est pas le travail qui nous a été demandé de faire en tant qu'opposition qui vise l'alternance. Le travail est le suivant, c'est-à-dire que le problème est posé sur la table. Nous avons une élection à un tour, nous avons une caution de 1 000 $ à payer et nous avons un seuil à atteindre. Est-ce que le MLC peut y aller seul? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il existe un seul parti au Congo qui peut résoudre ce trinôme-là à lui seul et obtenir une majorité? Même au niveau de la majorité présidentielle, c'est tout à fait impossible. Donc, dès lors que vous avez déjà répondu à cette question, la deuxième qui arrive, c'est de savoir, maintenant que nous constatons que c'est impossible, que faisons-nous pour atteindre l'objectif? Et parmi les voies à privilégier, c'est le dialogue, ce sont les échanges. Et je pense que nous sommes en train de suivre notre feuille de route qui a été établie depuis 2 ou 3 mois, celle de dire, fédérons nos efforts, mettons nos égos de côté. Donc, on ne va pas distribuer des points, laissons les choses telles quelles, laissons le peuple évaluer et juger par lui-même l'historique politique de chacune des parties. Très bien, monsieur Jean-Jacques Mwamba. Je voudrais renchérir dans le même sens que Jean-Pierre, mais j'aimerais quand même corriger un lapsus. Je l'ai dit dans mon introduction, au lieu de parler de 274 jours selon les calendriers de la CENI, j'ai plutôt parlé de
24 jours, qui n'est pas correct du reste. Alors, Monsieur Jean-Jacques, c'est bien, vous avez des choix cornéliens à faire, d'autant que les enjeux sont ce qu'ils sont. Mais je renforce un peu la question de Jean-Pierre. Vous savez, la politique, notre pays a son histoire politique. L'histoire politique la plus récente a démontré que M. Kamere a été pour beaucoup dans certains fourvoiements de l'opposition. Il ne faut pas oublier que lors du dialogue de l'Union africaine, M. Kamere a surpris tout le monde en prenant la position ou la posture qu'il avait prise. Bien, libre à lui, il fait sa carrière politique. Mais un parti comme les MLC, riche de son expérience, riche de son aura, ne prend-il pas les risques de vouloir cheminer en ce qui concerne les échéances électorales avec l'UNC qui, disons-le clairement, dans l'opinion, avec son leader Kamere, qui a toujours été considéré comme un homme trop ambivalent, que le MLC ne prend-il pas un risque énorme? Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Monsieur Kamere, effectivement, lors du dialogue de l'OUA, il est parti, il a l'image qu'il a, je ne vais pas la commenter. Mais il est d'un fait. Nous devons hiérarchiser nos priorités. Aujourd'hui, monsieur Kamere, vous pouvez le décrire comme bon vous semble, reste entre guillemets populaire au Sud Kivu. C'est-à-dire ce que nous, les Kinois, nous n'avons pas pardonné à M. Kamere, les Kivusiens peuvent le pardonner. Est-ce que nous allons exclure les Kivusiens parce que nous ne voulons pas de Vital Kamere? Et ça, c'est une question. Rappelez-vous qu'en 2006, l'UDPS n'est pas allé aux élections. Mais que nous, le MLC, non seulement nous étions à Saint-Tizi, nous avions participé, et nous avons été aux élections que nous avons maladroitement perdues, parce que bon, nous les avons finalement gagnées. Mais l'UDPS n'était pas avec nous, l'UDPS n'était pas dans le gouvernement, elle était en marge. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas envisager une alliance avec l'UDPS? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'UDPS avait pris un choix, ou avait fait un choix, qui n'était pas le nôtre. Est-ce qu'en ce moment-là, nous avions eu assez de députés au Kasaï? Non. Donc je veux dire que la politique, c'est vrai, ce n'est pas de la science exacte, et ce que vous dites est tout à fait vrai, mais quelque part, chacun paye individuellement le salaire de son parcours politique. Je dis bien à titre individuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. Kamere doit se présenter dans une élection, par exemple au niveau de Kinshasa, si son image est écornée à Kinshasa, il n'aura peut-être forcément pas les mêmes résultats qu'il aurait lorsqu'il irait au Sud Kivu. Autant M. Bemba peut venir ici, il peut avoir un très fort résultat à l'Équateur et arriver au Katanga, faire un très faible résultat. Rappelez-vous les résultats en 2006, nous n'avons presque rien eu à l'Est. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de priorité, il ne s'agit pas de cataloguer les personnes et de les exclure. Il s'agit ici de voir que nous avons un tour, et j'ai parlé du trinôme, ça veut dire qu'il faut faire minimum 45 à 48%, et je crains qu'aucun parti au niveau de l'opposition puisse réaliser cet objectif-là seul. Mais en ce qui concerne le parcours, l'histoire s'écrit. Tout ce que M. Vital Kamere a fait, aujourd'hui j'étais d'ailleurs surpris en regardant sur Internet, il y a beaucoup de politiciens, il y a une émission de votre confrère, des extraits de M. Peter Tchani, où il parle de la mémoire. C'est-à-dire on montre ce qu'un politicien disait avant, ce qu'il dit après, ça reste dans les annales et c'est à titre individuel que les personnes seront sanctionnées. L'histoire s'écrira de cette manière-là. Là c'est bien dit. Maintenant, parlons maintenant des partis politiques. Il y a quand même des partis emblématiques. Nous avons vu les MLC aller vers le PALU, nous avons vu l'UNC venir vers le MLC. Du côté stratégique ou du point de vue stratégique, c'est vraiment encouragé. Mais pourquoi le MLC n'a pas fait, par exemple, le pas vers l'UDPS jusque-là, qui est un grand parti emblématique? Non, vous savez, les discussions sont en cours. Hein. Moi-même, à titre individuel, j'ai été reçu par le président Félix et je ne pense pas que c'est fermé. Hein. Je pense qu'aujourd'hui encore, Mme Eve Bazaïba, comme M. Vital Kamere, ont montré leur disponibilité à rencontrer les cadres de l'UDPS pour voir dans quelle mesure nous pourrions aussi travailler ensemble dans la réalisation de cet objectif-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas travailler à l'exclusive. Vous voyez un peu comment ça s'est passé avec l'Union pour la Nation. Donc, nous sommes un peu dans ce format-là, mais avec le trinôme, c'est un peu difficile parce que, comme vous le savez, il y a le trinôme dans une loi électorale qui consacre la proportionnelle, c'est 2 fois plus compliqué que les 2 élections précédentes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il serait très intéressant que dans cette plateforme ou que dans ces discussions, que le MLC, l'UNC, comme le PALU, intègre la donne UDPS et essaie de faire un effort considérable
pour que l'UDPS participe aux discussions. Oui, mais selon le calendrier de la CENI, le jeudi, aujourd'hui nous sommes mardi, le 13, jeudi le 16, en tout cas, toutes les plateformes électorales et les partis devront déposer... Non, c'est le 20. C'est le 20 et nous travaillons d'arrache-pied, donc nous sommes tout justement, à fait conscients. Je voulais justement parler de ce timing qui est minimal jusqu'à maintenant là. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez engager assez du monde pour finaliser vos listes ou bien... Écoutez, tous les sièges du parti, tous les sièges mettre sur pied une plateforme électorale. Tous les sièges nationaux de ces partis sont à Kinshasa. Madame Eve Bazaïba, notre secrétaire général, Monsieur Vital Kamere, Monsieur Mouzito ont discuté. Les deux premiers se sont engagés à contacter Monsieur Félix Tshisekedi. Et moi, j'ai bon espoir que l'UDPS pourra, éventuellement avant mardi, se prononcer sur cette question. Donc, restons, je ne vais pas polémiquer parce que finalement, si j'insiste trop, on risque de parler d'un refus ou faire du triomphalisme, mais ce n'est pas un petit travail, je ne suis pas en train de le minimiser, mais voilà, la dynamique est lancée et nous espérons que nous serons dans les temps. La dynamique est lancée, mais c'est Mamba, quelle est la grande motivation finalement? C'est toujours cette histoire des seuils qui semble pour vous, tous les partis de l'opposition, comme une mastodonte insurmontable et seule. Est-ce que c'est pas la question du seuil, les partis allaient fédérer? Non, vous savez, je vais vous expliquer. Vous avez 500 députés nationaux et plus ou moins 680 députés provinciaux que vous devez avoir comme candidats aux élections en tant que parti seul. Lorsque vous prenez cette masse budgétaire, vous êtes dans les 1 million 100 000. Par contre, il y a une loi sur le financement des partis politiques qui n'a jamais été opérationnelle. Cela veut dire qu'en réalité, quand vous allez au FPI, les plus grands créanciers nationaux sont les dignitaires du PPRD. Donc l'opposition n'a pas eu accès à des financements et la loi a été taillée de telle sorte que 85% des partis de l'opposition et même les petits partis de la majorité devraient disparaître par impossibilité de réunir la somme nécessaire pour prétendre atteindre le seuil. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que si vous avez un seuil de 3% et que vous avez 46 millions de votants, dans le meilleur des cas, vous avez 35 millions de votants, il faut plus ou moins 350 000 voix. Okay, reparties sur l'ensemble du territoire national. Donc avec 500 candidats, ça fait 700 voix par candidat. Donc lorsque vous avez 500 candidats et que vous imaginez qu'il y en a qui feront 700, mais il y en a qui en feront 10 000, même ceux qui font moins de 700, vous pouvez rééquilibrer et atteindre le seuil. Mais seul, il y a d'abord la contrainte budgétaire et ce n'est pas évident aujourd'hui dans la conjoncture actuelle où même à la primature les gens sont impayés de voir un parti qui est, qui est très à l'aise à débourser 1 100 000 $ pour aller aux élections sans compter ce qu'il faut payer pour les témoins et sans compter ce qu'il faut déployer en termes de frais de campagne, c'est-à-dire pour la visibilité du parti. Donc nous sommes dans une bagatelle par parti, si on doit y aller seul, de 4 à 5 millions de dollars et c'est tout à fait impossible et c'est fait à dessein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La majorité a taillé cette loi-là et vous avez remarqué que même le Sénat n'était pas d'accord pour décourager l'opposition et nous amener vers de la reddition. Ça veut dire que nous nous rendions et que nous disions, écoutez, on abandonne, comme ça nous allons avoir une situation comme celle de l'Angola, où vous avez 450 députés de la majorité, 50 de l'opposition, et après on peut changer les lois en toute légalité, sans que vous ayez la possibilité de discuter pour passer par exemple au suffrage indirect et permettre à M. Kabila de revenir très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de procès qui l'attendent, donc il a besoin d'une humilité assez forte pour faire face à ces choses-là. Donc ça c'est leur calcul, c'est-à-dire nous amener dans une forme d'abandon, de reddition, de sédition, de telle sorte qu'à un certain moment, nous soyons distraits et que nous lâchions prise, comme ça, et ils peuvent continuer avec leur projet macabre. Alors aujourd'hui, on peut dire déjà que l'opposition est bipolarisée parce que vous, là où vous craignez faire seul, Moïse Katumbi en Johannesburg a fait pratiquement l'étude, il a cadré quand même sa plateforme ensemble pour le changement. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté l'opposition Made in Kinshasa, le MLC, le PALU, l'UNC, et de l'autre côté Moïse Katumbi avec toutes ces partis qu'il a déjà engrangé. Donc, à peu près 200. 200, c'est-à-dire que Moïse Katumbi peut aussi vous bousculer, il faut le dire ainsi. Mais écoutez, j'apprécie beaucoup ce que M. Moïse Katumbi fait, et puis c'est une personnalité dans ce pays, hein, président du Mazembe, ancien gouverneur. Voilà, il y aura une période dans laquelle il faudra déposer les candidatures, ça sera au mois de juin, et nous saurons exactement qui sera candidat, qui ne le sera pas. Ici, nous sommes dans les intentions de candidature, et je pense qu'il a les moyens de le faire. Bon, il y a une autre question sur comment il a eu les moyens de le faire, ça c'est une autre question, mais pour l'instant, constatons qu'il a les moyens de faire venir 200 personnes ou 300 personnes en Afrique du Sud, il a beaucoup de moyens.
Et c'est un candidat comme tous les autres. Hein. M. Kamere est candidat, M. Fayoulou est candidat, M. Tchiani Noël est candidat. Je pense qu'il faudrait laisser les gens s'exprimer, exprimer leurs ambitions. Et d'ailleurs, s'il a un plan, s'il a un programme de société, je suis tout à fait heureux et très curieux de savoir ce qu'il promet, parce qu'il a parlé des 100 milliards. Donc, à ce stade-ci, il est difficile de porter un jugement, parce que la date butoir ou la date prévue pour le dépôt des candidatures, c'est pour le mois de juin. Et d'après ce que je sais, il était en liberté provisoire ou il était autorisé à sortir pour des soins, il n'est pas encore revenu. La question de savoir avec quel passeport il est allé en Afrique du Sud se pose. Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et puis il y a aussi des problèmes de la décrispation. Il peut y arriver que les chefs d'accusation dont il fait l'objet soit lavé ou qu'il soit gracié. Donc tout ça, ce sont des questions que nous allons étudier et dont nous aurons les réponses au mois de juin. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être que les deux plateformes peuvent se mettre ensemble. Moi, je ne sais pas vraiment pronostiquer là-dessus. Aujourd'hui, on peut dire que la plateforme à venir qui sera pilotée par les trois partis, il faut le dire, parce que jusque-là, il n'y a pas encore un parti vedette qui sort du lot, le PALO, l'UNC et le MLC. Et sera-t-elle comparable à ce qu'on a vécu en 2006, l'Union pour la Nation? Est-ce qu'il y aura des choses semblables? Mais écoutez, c'est assez prématuré pour savoir comment elle sera pilotée et quelle sera la charte, si vous voulez, une forme de règlement d'ordre intérieur de cette alliance, si elle est créée de manière officielle, c'est-à-dire s'il y a un regroupement officiel au niveau de la CENI qui a comme auteurs moraux, si vous voulez, les partis précités. Donc là, il y a un problème de charte interne, une charte de fonctionnement, et il sera difficile pour moi d'épiloguer sur quelque chose qui n'est pas encore mis sur pied. Mais une chose est certaine, c'est qu'en termes de souhait, en termes de ce que nous voulons, on aimerait que les choses soient coordonnées de telle manière que tout fonctionne, pas seulement avant l'élection, mais après l'élection aussi. Parce que rappelez-vous que nous sommes dans un pays où les gens changent. Donc il peut être élu sous un label et dès qu'il a son mandat, eh bien, il change et ainsi de suite. Donc nous aimerions que les choses soient faites pour minimiser, si pas empêcher ce genre de cas. Monsieur Mamba, je reviens encore sur les conclaves de Johannesburg avec Katumbi, Monsieur Moïse Katumbi. D'abord, personnellement, au niveau du MLC, vous avez été contacté par Monsieur Katumbi, parce que nous avons appris que la plupart de vos alliés de la dynamique de l'opposition ont répondu à son appel, c'est-à-dire ils ont été saisis. Au niveau de l'UDPS, on semble ne pas trop parler là-dessus, il y a une langue de bois. Est-ce qu'au niveau du MLC, puisque vous en êtes le porte-parole, est-ce que vous avez été officiellement saisi? À ma connaissance, je n'ai pas lu un courrier qui va dans ce sens-là, mais il faut comprendre quelque chose. La candidature de M. Katumbi est, si vous voulez, ça détermine la survie de plusieurs personnalités. Autour de lui actuellement, et de ce que j'ai pu observer, vous avez des partis où le président du parti est lui-même le député, il est le secrétaire général et ainsi de suite. Et c'est un peu compliqué dans cette configuration-là de tenir une élection où il y a le trinôme, c'est-à-dire où il y a le seuil, où il y a une élection, un tour, et ainsi de suite. Donc tout le monde cherche un moyen de fédérer autour d'une puissance financière, parce que c'est finalement la clé de voûte. C'est la clé de voûte de la réussite de cette élection. Et je crois que cet engouement-là, si M. Katumbi était pauvre comme moi, non, je pense qu'il n'y aurait pas cela. Je pense que c'est une structure financière qui est mise en place et que les gens se disent, bon, écoutez, avec lui, au moins, on a la certitude que nous aurons des moyens pour battre campagne. Donc, c'est un peu ma lecture. Je le dis d'autant plus que, sans prétention aucune, M. Katumbi, je n'ai jamais suivi une émission dans laquelle il est très à l'aise pour expliquer son programme de société, où il fait des propositions concrètes. Et j'étais moi-même sur le terrain au Katanga, et lorsqu'il dit, écoutez, on a maximisé les recettes douanières, ainsi de suite. Mais bon, lorsque vous êtes au Katanga, vous comprenez très bien que ce n'est pas très très ingénieux lorsqu'on va maintenant comparer avec le rapport de la commission parlementaire sur sa manière de gérer. Ça veut dire qu'il s'est beaucoup plus enrichi que la province. Et donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cela. Mais dans tous les cas de figure, le MLC n'est pas là pour distribuer des cartons, pour jauger, pour accuser, pour exclure et ainsi de suite. Mais ce que je dis, c'est que ce qui sera très déterminant, c'est lorsqu'au mois de juin, il faudra déposer la candidature, de voir si maintenant cette opposition est capable de fédérer autour d'un candidat. Mais cette question n'est pas à l'ordre du jour. Oui, mais pourquoi l'individu Katumbi fait-il peur
que ce soit au niveau de la majorité. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux comment certains acteurs de la majorité sont montés sur les créneaux pour taper sur... Et même ils ont construit une loi qui est insurmontable pour la majorité des partis politiques. Et ils savent que Katumbi a la possibilité de s'engager avec cette loi-là sans difficulté, parce qu'ils savent comment eux et lui ont fait pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc ils savent qu'il a assez de réserves pour contourner cette loi ou pour être à l'aise avec cette loi. En termes financiers, bien évidemment. Nous n'avons pas été contactés parce que nous sommes un grand parti politique. M. Katumbi n'a pas de parti. Donc on fédère, c'est autour de sa candidature, mais il n'y a pas un projet politique réel, parce que chaque parti qui suit a son projet de société, mais autour de lui, on dit ensemble, mais ce n'est pas des personnalités en tant que telles, c'est un regroupement de partis politiques. Nous sommes le MLC, nous avons déjà fait notre chemin. Ensemble, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais dans tous les cas, je veux dire qu'il fait beaucoup plus peur financièrement et en termes de lobbying, parce que bon, vous savez très bien qu'il a de très bonnes entrées à l'international, de par ses origines, de par ses contacts lorsqu'il était gouverneur dans le domaine, dans le secteur minier. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il fait peur à la majorité parce qu'ils ont construit un modèle électoral via une loi qui prive à la majorité des opposants de s'organiser politiquement et d'être représentés dans l'Assemblée. Mais ils savent que lui, avec les moyens qu'il a, il a la capacité de tenir tête et de faire une campagne, parce qu'on doit se le dire, une campagne présidentielle dans ce pays, il faut compter entre 35 et 50 millions. Et vous, dans l'opposition, Katumbi, en aucun moment, ne vous fera-t-il pas peur? Écoutez, comme je vous le dis, on va attendre d'abord qu'il y ait des dépôts de candidature. Il peut se faire que nous nous allions. Il peut se faire que, bon, à un certain moment, il y ait un consensus sur sa candidature. Comme ça peut être l'inverse, ça peut être un consensus sur la candidature de X ou Y personne qui correspondra finalement, dont le profil correspondra aux attentes. Du moins, le MLC peut dire aujourd'hui que si jamais c'est là et le cas, le MLC serait par aventure tenté de soutenir la candidature de Moïse Katumbi? Je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf, et c'est vrai que je serais moi-même étonné en tant que porte-parole que le MLC fasse une telle déclaration, parce qu'en ce qui me concerne, là je m'exprime à titre personnel, je veux que nous sortions du contentement. Vous savez, lorsque Mobutu partait, les gens disaient, écoutez, l'essentiel c'est qu'il parte d'abord. Mais l'essentiel nous a coûté cher pendant 17 ans. On nous a amené Mouzé Kabila, qui est venu avec ses scénarios. On a vu tout ce qu'il a fait. Il a amené les Rwandais. Après, il a dit que ce n'était pas des Rwandais, c'était des Congolais. Il a arrêté des gens parce qu'il disait que c'était des Congolais. Après, Tamba Bebani, non, ce ne sont pas des Congolais. Ils ont voulu me tuer. Et puis lui-même, il est mort. Et puis son fils qui est venu, qui est hérité, alors que son père avait quand même un peu avancé. On payait déjà les policiers $100 à l'époque. Son fils les a ramenés après 17 ans à $60 et même moins. À 60 donc, francs. Voilà, $60 et même moins que ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est je ne peux plus, moi, en tant que Congolais, ayant fait plus de 35 ans dans la ville de Kinshasa, accepter un candidat pour dire c'est le moindre mal. Moi, je veux l'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas l'argent. Vous savez, un cerveau, ça ne s'achète pas. Je veux dire, on ne peut pas faire une greffe de cerveau. Soit au Yébi, soit au Yébité. Tu peux être riche aux as. Regardez Reagan. Reagan, c'est parmi les présidents les moins performants des États-Unis, malgré l'argent qu'il avait, parce qu'on ne pouvait pas greffer son cerveau. Il était très, très limité. Je ne parle de personne ici, c'est de manière générale. Donc, je veux dire que je suis plutôt élitiste. Et je ne veux pas me contenter ou me suffire d'une personnalité comme candidat président de la République pour la simple et unique raison qu'il a plus d'argent que tout le monde. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, nous aurons une personne qui ne saura pas résoudre les problèmes, qui a une intelligence entre guillemets financière en termes privés, mais qui n'a pas une intelligence pour gérer et amener la nation vers l'avant. Ok, très bien dit Mamba. Aujourd'hui, vous parlez plus de Moïse Katumbi. C'est vous qui en parlez, moi je n'en parle pas. Oui, on pose des questions sur Katumbi. Est-ce que dans ces microcosmes-là aujourd'hui, où mettez-vous la majorité présidentielle? Est-ce qu'il faut jamais l'oublier? Elle ne va pas rempiler? Vous estimez qu'elle est pratiquement finie? Ou bien c'est aussi un adversaire de taille devant qui il faut vraiment affûter les bonnes armes? Écoutez, en dehors du trinôme que la majorité présidentielle a créé, il y a le fait que la majorité présidentielle est très riche. Remarquez qu'en Angleterre, un seul pays d'Europe, ils ont 652 millions. Heureusement que ça a été gelé. Donc si vous devez faire la somme de tout ce qu'ils ont volé dans tous les pays d'Europe, de ce qu'ils ont mis dans les îles Vierges, c'est une majorité qui est financièrement très forte. Donc on ne peut pas quand même minimiser l'adversaire, ce serait du triomphalisme. Ça, c'est la première force de la majorité, c'est que c'est une majorité opulente. La deuxième force de la majorité, c'est que c'est une majorité malhonnête. Ça veut dire qu'en 2006 comme en 2011, cette majorité a volé l'élection.
La seule fois au monde où un candidat a été élu avec 105% de voix, ça s'est passé au Congo. Malheureusement, ils ont refusé de mettre ça dans le livre des records, où vous avez un président de la République qui est élu par des morts. Donc c'est une majorité très riche et une majorité qui est très malhonnête. La troisième force de la majorité, c'est qu'elle nous apporte une technologie qui est assez compliquée. Et si nous ne faisons pas attention pour la contrôler, nous aurons des difficultés parce que nous serons pénalisés par cette technologie. La quatrième des choses, c'est que la majorité est organisée. Remarquez que nous avons 90 000 bureaux de vote. Qu'en 2006, ce qui s'est passé, c'est que nous n'avions pas des témoins partout. En 2011, même Papa Tshisekedi n'avait pas des témoins dans les centres de vote. Et aujourd'hui, le budget pour les témoins s'élève à plus ou moins 3 600 000. À raison de 2 personnes par bureau fois 90 000 bureaux, ça fait 180 000 bureaux. Une personne qui entre le matin, une autre qui entre l'après-midi, ça fait $20 par personne et vous faites le calcul. Rien que pour les témoins, il nous faut 3 600 000. Cette question n'est pas soulevée, elle n'est pas réglée. Donc, je ne vais pas ici, nonobstant un bilan inexistant, nonobstant le fait que cette majorité est honnie, la minimiser sous prétexte que non, ça veut dire que c'est un adversaire qui a ses arguments, qui va faire valoir. Il nous appartient à nous, l'opposition, de faire en sorte de gagner la bataille. Estimez-vous que dans ce tableau-là, que la majorité est puissante, elle est opulente, elle serait, selon vous, malhonnête? Non, pas selon moi. Selon un rapport de la CENI qui dit que le chef de l'État a été voté à 25%. Je voulais poser, mais Mamba, est-ce qu'il y a quand même des stratégies, des mécanismes que vous, politiques, mettez en place pour reculer toutes ces forces de la majorité et gagner demain? Parce qu'elle a l'ambition, elle, de remplir à 20% Kabila. Nous avons commencé l'émission par les discussions qui entre les partis politiques pour effectivement résoudre ces questions. Vous avez posé la question de savoir par rapport à MLC, UNC, Palou. Eh bien, les discussions tournent autour de comment nous faisons, considérant les différents points forts de la majorité. Ce ne sont pas des points positifs, mais ce sont des points forts. Comment est-ce que nous faisons pour contourner et battre cette majorité? Ça, c'est le leitmotiv qui fait que nous nous surpassions, que nous mettions nos égos de côté, que nous ne regardions pas au casier politique des uns et des autres, donc ceux qui ont fait jusque-là. Et que nous disions, comme vous avez cité le cas de M. Kamere, si à Kinshasa, les gens l'appellent abusivement, parce que je ne tolère pas ça, Caméréon, mais lorsque vous allez au Sud Kivu, moi Jean-Jacques Mamba, je n'existe pas. Ça veut dire que si je veux faire un meeting au Sud Kivu, j'aurai 10 personnes, lui quand il se présente, ça sera des milliers de personnes. Donc c'est ça un peu la réalité politique de notre pays, et avec un minimum d'intelligence, il faut composer avec toutes les forces pour avoir un gros paquet. Oui, M. Mamba, c'est bien dit. Avec votre nouvelle plateforme électorale... Avenir. C'est en formation. Elle n'est pas encore en gestation. Pour être correct. Quels seraient vos atouts et quelles seraient vos limites? Mais écoutez, c'est d'abord notre capacité à mieux nous connaître. Vous savez, il y a des analyses qui doivent être faites au niveau du parcours électoral de chaque parti. Parce que vous venez de dire tout à l'heure, vous reconnaissez à vos adversaires l'atout d'avoir beaucoup de points forts qui ne sont pas forcément positifs. Bon, d'abord, la première des choses, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons minutieusement faire une analyse de notre parcours électoral depuis la démocratisation des institutions. C'est-à-dire que chaque parti doit avoir son tableau électoral, vérifier depuis 2006 et 2011 comment se sont comportés les électeurs vis-à-vis de ces partis. Ça, c'est la première des choses pour essayer d'établir des quotients. Un tableau synopsis pour voir un peu, une analyse synoptique pour essayer de voir quelle quotient pouvons-nous appliquer sur l'évolution des voix, disons ça de manière très terre à terre. Ça, c'est la première des choses, ça doit être fait en profondeur. La deuxième des choses, c'est comment est-ce que nous faisons pour capitaliser l'échec patent dans la gestion du patrimoine public, c'est-à-dire la gestion de l'État de la majorité au pouvoir. Comment est-ce que nous faisons passer le message? Comment est-ce que nous capitalisons cet échec pour pousser les gens à honnir et à se lever d'un seul homme, ok? D'un seul homme pour obtenir cette alternance. Ça pose un problème de thème de campagne. Voilà. Donc, lorsque vous avez déjà défini ou fait l'analyse synoptique de votre parcours électoral et déterminer les points forts, vous devez développer un discours. Et c'est ce discours-là que vous devez... Mais aussi, simultanément, vous devez chercher des partenaires ou, si ça se passe via les cotisations des membres du parti, pour avoir les moyens de faire passer ce discours. Parce qu'il n'y a pas que Kinshasa. Vous savez, vous pouvez avoir un beau discours et des vraies réalités, mais les gens qui sont à 1000 km de là où vous êtes, à Païkongi, là ou à l'intérieur, là-bas, l'Équateur et tout ce que vous voulez, n'ont pas cette possibilité de recevoir ce message et de le relayer. Ça veut dire que vous pouvez faire un message tout qui n'arrive pas au Kivu, qui n'arrive pas au Sud Kivu, et en ce moment-là, c'est une faiblesse. Donc, tout ça,
C'est un ensemble de stratégies que je n'aimerais pas vendre sur le plateau à la majorité qui peut nous suivre, parce que je sais qu'ils sont en panne de stratégie. Donc on ne va pas étayer tout ce plan-là, mais au fait, c'est de manière sommaire ce que les différents partis sont appelés à faire pour réussir le... Parce que si je pose cette question, surtout par rapport à la thématique que vous allez, par exemple, exploiter ou brandir pour les élections à venir, parce que tout le monde parle d'alternance. Le mot d'ordre ou la devise même du rassemblement était alternance et élection crédible. Aujourd'hui, le rassemblement est en panne, du moins ce qu'il en reste, mais au niveau de la classe politique en général, surtout de l'opposition, on semble constater une sorte je ne voulais pas parler de perte de vitesse, mais de perte des repères, parce que la majorité a réussi à brouiller les cartes. Personne ne demande plus le bilan de Kabila, personne ne parle plus des modernité ou des... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une autre force embrouillée, maintenant tout le monde... Une autre force de l'opposition, c'est une force qui est latente. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui constituent le semblant de l'unité de la majorité est basé sur le fait que le dauphin n'est pas connu. Je peux vous garantir ici que le jour que M. Kabila va oser citer le nom pour un dauphin, cette majorité va éclater. Déjà, M. Bahati, il est dans son coin, ainsi de suite. Donc c'est une majorité... Mais c'est aussi une majorité maligne, hein, détrompez-vous. Non, je dis ceci. Vous pouvez noter le jour d'aujourd'hui, vous entendrez, vous suivrez l'information, je sais que vous êtes très aguerris, vous verrez que lorsqu'il y aura le dauphin de la majorité, ils ne seront pas d'accord. Ce qui aura beaucoup d'implications. Maintenant, ce qui concerne la stratégie mise en place pour décourager l'opposition qui apparaît faible, ainsi de suite. Mais non, vous savez, chaque chose a son temps. Pour l'instant, on ne veut pas se faire distraire. Nous devons réussir ce pari-là, de voir les possibilités que nous avons de travailler ensemble pour atteindre l'objectif. Mais il y a une campagne électorale. Là, on interdit les marches, ainsi de suite, on tue les gens, mais pendant la campagne électorale, ça sera terrible. Ça veut dire que tout ce que vous entendez là et tout ce que vous voyez, ça n'a pas commune mesure avec ceux qui se préparent pour la campagne électorale. C'est-à-dire, dans la campagne électorale, nous allons décliner le bilan de M. Kabila. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas trop d'efforts à faire parce qu'il y a des gens qui vivent au quotidien, plus de 80-85% de la population congolaise vit au quotidien le bilan de Kabila. On n'a même pas de commentaires à faire. Nous allons rencontrer des gens qui n'ont pas mangé depuis le matin, des gens qui n'ont pas scolarisé leurs enfants depuis 2-3 ans, des gens qui n'ont jamais reçu des bourses lorsque nous allons voir les étudiants, nous allons voir des routes abîmées, nous allons voir des promesses non tenues, on nous a montré des promesses de TGV, ainsi de suite. Donc je veux dire que le bilan de Kabila fait partie du quotidien de la population. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je dis que nous n'aurons pas beaucoup de temps à expliquer à quelqu'un, monsieur Oliagui Natongo, c'est Kabila. Dit monsieur Omoni Yozana, et Kabila. Donc ce sera quelque chose de... Non, c'est-à-dire il faudra juste poser des questions et vous verrez que les gens, en répondant, comprendront que Ndekoyo, en 2011, au Polo, au Votara Mova, ça va, mais depuis 2011, il est le salate na salate. Ou nous bandelate na bandelate. Au fait, mais finalement, ce sera terrible. C'est la machine à voter qui aura les derniers mots. Je vais en venir. Monsieur la majorité, c'est la dernière partie de l'émission, mais je reviens plutôt aux alliances que vous allez concocter bientôt au niveau de l'opposition. C'est-à-dire quoi? Il y a aussi une inquiétude à venir déjà. Vous aurez le temps de faire des stratégies pour battre la majorité et également des stratégies pour blanchir vos partenaires, parce qu'il y a ceux-là qui ont un bilan très lourd à défendre. Kamere est avec Kabila, on l'a dit ici. Mouzito a été au gouvernement, le Palo a été pendant 10 ans aux côtés de Kabila et de la MP. Il faudrait également les défendre pour qu'ensemble vous puissiez gagner. N'est-ce pas là une pesanteur pour vous? Monsieur Tshisekedi, pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect, paix à son âme, a travaillé avec Mobutu pendant des années, mais les Congolais l'ont pardonné dès lors qu'ils avaient remarqué qu'il se battait pour un idéal et qu'il était convaincu jusqu'à la fin. Vous savez, je vais m'exprimer en lingala, la majorité basée à Yombo. Voyez-vous l'église catholique? Vous savez, aujourd'hui, ils se vantent, ils vont gazer dans les églises et ainsi de suite. Mais l'église catholique, c'est une machine électorale. Cela veut dire quoi? Que lorsque nous allons commencer la campagne, majorité, jamais. C'est-à-dire qu'on va prêcher, c'est-à-dire la dynamique qui se prépare, ils ne sont même pas conscients de ce qui va arriver. Ils ont attaqué l'église catholique, ils ont attaqué l'opposition. Il y a des morts, des Chebeya, des Rossi et tout ça. Yo bomi Rossi, ok, na quartier na bango aux pour la pépé là tu vas dans la campagne. Ça va passer, ça va pas passer.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement eu de bavures que même dans le fin fond, là où on a tabassé des prêtres, on les a déshabillés, ce sont ces mêmes prêtres-là qui vont faire une campagne pour dire aux gens Bandeko, Boke Banabatuana, Tozo Bengana Bango, et vous allez voir que toutes ces bavures vont couvrir les bavures des caméras. En fait, pendant la campagne, je vois très mal celle des musiques des caméras. Je les vois par exemple très mal aller faire la campagne au Kasaï. Avec la répression qu'il y a eu chez moi, moi je suis de Kananga, tout ce qu'il y a eu avec Kamouina, ça pousse chez moi. Je le vois très mal, même Bochab ne pourra pas faire la campagne là-bas. Il y a tellement de bavures qu'à un certain moment, vous voyez, vous avez cette tendance-là à voir que les gens sont très calmes, que l'opposition est endormie. Mais ouvrez la campagne électorale et vous verrez ce qui passe. Ok, on va clore bientôt l'émission. Il y a un chapitre important consacré à la machine à voter. Une grosse nébuleuse pour vous, l'opposition. On dit c'est une nébuleuse, on ne comprend rien, mais la MP l'a quand même salué, l'a accueilli à bras ouverts. Et il n'y a que vous qui boudez, il n'y a que vous qui récusez la machine à voter qui semble être pour la CENI une avancée importante pour l'élection après 2 jours qu'on ait des résultats. Pourquoi écoutez, vous le refusez? J'ai eu l'occasion de tester cette machine. J'ai voté avec. Une chose est certaine, et que le MLC n'est pas d'accord. Le MLC, entre guillemets, rejette la machine, mais en même temps, le MLC a des exigences qui font que nous restons ouverts aux formes de discussion qui nous permettraient éventuellement de lever l'option finale. Parce que ce qui se passe dans les faits, c'est quoi? Nous pouvons aujourd'hui, et nous l'avons fait, dire que nous rejetons la machine, mais comme nous avons une majorité qui est têtue, et nous avons un monsieur Nanga qui est tout à fait indépendant, parce que la CENI est indépendante, arrivé à un moment de l'élection après le dépôt des candidatures, constater que cette option-là n'est plus une option, mais elle devient définitive. Donc, si nous ne prenons pas garde à envoyer nos experts, à vérifier le fonctionnement, à s'assurer de comment nous pouvons contrer une fraude éventuelle, nous aurons perdu tellement de temps que le jour du vote, si c'est avec cette machine que nous voterons, la plupart des militants n'auront pas la bonne information. Donc cela veut dire en d'autres termes qu'ils disent qu'il y a des votes papier, ça veut dire que vous appuyez sur l'écran et à un certain moment, l'imprimante imprime le bulletin de vote avec la photo de votre candidat et qu'il y a des urnes. En l'absence de la machine en 2011, il y a eu des tricheries. En 2006, il y a eu des tricheries. En 2011, en 2018, il y aura tricherie si nous ne sommes pas vigilants. Donc le tout se joue, à mon humble avis, sur la vigilance, d'autant plus qu'il y aura des bulletins papier qui seront imprimés, que la personne, en cas d'utilisation de la machine, que la personne qui sortira le bulletin vérifie que son choix a été respecté et que lorsqu'on compte que dans chaque bureau de vote, il y ait des témoins qui signent les procès-verbaux papier. Parce que la machine ne fera que compiler, mais chaque bureau de vote a un bulletin, un procès verbal qui est signé par tous les témoins qui sont dans ces bureaux. Et la plus grosse tricherie, ce n'est pas la machine. La plus grosse tricherie, c'est lorsque nous n'avons pas des témoins qui peuvent certifier les résultats d'un bureau de vote. Et je crains que les erreurs de 2006, de 2011 se répètent et qu'à la fin nous accusions la machine, alors qu'en réalité, la machine ne sera qu'un outil. Mais si nous prenons les précautions qui s'imposent, nous pourrions contrôler notre élection. Le problème, c'est contrôler l'élection. Monsieur Mamba, la machine à voter, c'est un dispositif électronique. Lorsque vous parlez de contrôler la machine, est-ce que vous en connaissez le monde opératoire? Vous en connaissez? Vous avez assez d'expertise pour, par exemple, au niveau du MLC ou des autres composantes qui vous accompagnent? Est-ce que vous avez pensé à former un corps des élitistes qui maîtrisent, ne serait-ce que la composition, la formation et la composition même électronique et le mode opératoire pour éviter toutes sortes de tricheries? Nous avons mandaté des experts et nous attendons qu'ils reviennent de leur mission pour nous éclairer davantage. Notez par ailleurs que nous avons des délégués que nous avons envoyés à la CENI qui nous donnent les informations qui s'imposent. Donc, après le rapport des experts, nous saurions prendre une position définitive par rapport à l'utilisation de cette machine. C'est comme ça que je vous dis que nous avons été ouverts et que nous avons envoyé ou mandaté
nos délégués, nos experts en informatique pour aller auditer, vérifier et nous faire un rapport final qui nous permettrait finalement de nous déterminer. Donc jusque-là, vous n'avez pas encore le rapport? Mais non, on vient de les mandater. Il n'y a pas que le MLC, l'UNC aussi a envoyé. L'UDPS a posé des questions dont elle attend les réponses. Les 45 questions, elle attend des réponses écrites. Donc ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on arrive dans un scénario où nous disons, s'il y a la machine à voter, nous n'allons pas aux élections. Ça, c'est un scénario qui facilite la majorité. Alors notre objectif, ce n'est pas de faciliter la majorité. Le MLC, donc, ce que nous avons comme objectif, c'est contrôler les élections. Nous allons aux élections et nous les contrôlons. Avec ou sans machine, nous devons avoir l'ambition de contrôler notre élection de bout en bout. Voilà. Parce que vous avez la possibilité d'avoir tous les procès-verbaux à la fin de chaque... Comme en 2006 et comme en 2011. Voilà, je résume en 1 minute. Vous avez une machine électronique, ok? Vous votez, donc vous choisissez votre candidat, la photo de votre candidat apparaît à l'écran, on vous pose la question oui ou non. Quand vous dites oui, la machine vous imprime un bulletin de vote avec la photo de votre candidat. À moins qu'on nous explique ou qu'on nous dise que l'encre peut changer, qu'à l'intérieur, quand vous jetez, la photo change. Ça, si on nous dit ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la même photo...